Salut, t'es bien sur Laughing Soul Chronicle, bienvenue à toi. Ici on parle santé mentale avec humour, bienveillance et surtout légèreté. Petit disclaimer, si certains sujets sont des triggers, je les mettrai en description, n'hésite pas à ne pas écouter si tu te sens pas à l'aise et voilà, j'espère que tu passeras un super bon moment avec moi. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un peu spécial sur quelque chose qui avait pas mal marché sur le serveur Discord de mon ami Twig. J'avais nommé ça le calendrier de l'avant des Anxiety Tips. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire aussi version podcast, histoire que tout le monde en profite. Donc, une petite explication brève concernant le calendrier de l'avant des Anxiety Tips et le titre de cet épisode, les Anxiety Tips de Gwen. En fait, c'est là pour donner des astuces ou des tips pour la santé mentale. Des choses qui ont marché sur moi, des choses que j'ai testées, que j'ai approuvées. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive de choses qui ont fonctionné pour moi, qui sont à tester, ou tout du moins un peu aider la santé mentale. Un petit coup de pouce de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors du coup, le premier anxiety tips que j'avais donné, c'était faire du sport. Donc là, je sais déjà, ce que tu te dis en écoutant ça, le sport soigne pas la dépression, ça soigne pas l'anxiété non plus, mais dans certains cas, ça peut vraiment aider. Alors du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite dans une salle de sport en janvier 2023. Là, ça fait un peu plus d'un an et depuis, c'est quelque chose auquel je me tiens. Donc, j'ai à peu près 3 séances par semaine, tranquille, hein, bien sûr. On est sur des séances de 45 minutes, 1 heure max. Le cardio, j'ai arrêté de le faire en salle, je le fais au roller le jeudi. Donc avoir une, pratique régulière de sport sans être une pratique intensive comme j'avais l'habitude de faire avant. Ça m'a aidé surtout à maintenir une certaine discipline déjà. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il a besoin de 3 semaines pour s'habituer à quelque chose. Si pendant 3 semaines, tu te dis tu fais au moins une séance de sport, et ben en fait ton corps va automatiquement te redemander cette séance de sport-là, puisqu'en fait ce sera un automatisme. Alors du coup, mes séances de sport, elles se déroulent sur mon 45 minutes, 1 heure. J'ai pour habitude le lundi de travailler surtout les jambes, et après, ça va être les bras, le dos, etc. Il faut axer vraiment la séance de sport autour de ce que tu as besoin, de comment tu veux te renforcer. Étant donné que je fais 2 heures de roller par semaine au niveau des jambes, ça va, mais par contre, forcément, au niveau des bras, vu que je les travaillais pas assez, ben, ils sont tout mous. Moi, je me suis fixé des objectifs que je suis avec ma coach. Tous les 6 mois, on fait un point, en fait, pour voir où ça en est, pour voir comment j'ai évolué. Ça fonctionne sous forme de palier. Et du coup, ben, c'est un peu mon petit objectif à moi. Il y a un de je veux perdre du poids ou quoi, non, c'est vraiment juste un moment pour moi où je prends soin de moi et où je me fais du bien. Mon anxiety tips numéro 2, qui lui a pour le coup vraiment fonctionné sur moi et qui sera peut-être aussi le sujet d'un autre podcast, c'est s'affranchir des relous et des autres personnes toxiques. Ça, on le sait, on en a tous dans nos vies et j'ai bien remarqué aussi que quand on est au plus profond du trou, généralement, c'est ces gens-là qui sont le plus présents autour de nous, mais pas pour nous aider, plus pour nous enfoncer encore plus loin dans ce trou. Donc ça, j'avais prévenu aussi que ce tips-là, il est bien, mais encore une fois, à le faire de façon mesurée et de façon réfléchie. Moi, j'ai eu l'habitude de voir ça au fil du temps, vu que c'est une habitude pour moi de faire un tri là-dedans. Ce tips-là, il va vraiment être utile pour te dégager du temps et surtout t'enlever en fait certains mots que tu peux te créer avec justement tout ce qui est social en fait. Donc là, forcément, je vais parler plus en profondeur des réseaux sociaux dans un autre podcast. Mais voilà, pour celui-là, en fait, le plus important, c'était, ça je l'ai fait il y a 2 ans maintenant, je crois, désactiver les notifications. J'ai plus de notifications pour Instagram, j'ai désinstallé Snapchat parce qu'honnêtement, cette application-là, qui l'utilise encore? Et en fait, j'ai désactivé les notifications absolument partout, sauf pour les trucs importants. Donc par exemple, je pense à Messenger où j'ai certains de mes meilleurs potes qui m'écrivent dessus. Et après, en fait, l'idée, ça va être plutôt d'activer tes notifications en fonction de l'importance. Que t'aies pas à te dire à chaque fois, enfin, t'as des notifications dans tous les sens et forcément, en fait, ton cerveau, il va vite se retrouver embourbé dans toutes ces informations d'un coup et ça aide pas à faire le tri et en fait, ça te fait passer plus de temps sur ton téléphone aussi. Désactiver les notifications, faire du tri dans tes réseaux, ça t'aide aussi à éviter ce qu'on appelle la FOMO, donc Fear of Missing Out. Ça peut arriver une fois que tu as commencé à désactiver et dégorger un peu ton téléphone. C'est la peur en fait de rater quelque chose, la peur de dire si j'ai pas les notifications, j'aurai pas de nouvelles de ci ou de ça. Pour moi, si vraiment il y a une urgence, je considère que les personnes les plus proches de moi qui auraient besoin de me contacter en cas d'urgence, dans tous les cas, elles ont mon numéro de téléphone. Ça, c'est Tom Holland qui l'a dit. Il a dit
Si tu as un problème avec moi, la première chose que tu dois te demander, c'est: «Est-ce que tu as mon numéro?» Si la réponse est non, c'est que de toute façon, tu as pas de choses assez importantes à me dire, sinon justement, tu ferais partie des personnes qui ont mon numéro. Les applications, on dégorge un peu ça. L'Anxiety Tips numéro 3, il rejoint un peu mon podcast, The Story of the Fat Funny Friend. C'est arrêter de se comparer physiquement aux autres. Donc là, j'avais mis des trigger warnings, donc je les remets ici et de toute façon, ils seront en description. Donc trigger warning, c'est sur le trouble du comportement alimentaire et la dépression. Donc je sais qu'on le fait toutes, tout le temps et surtout pour n'importe quoi. Parce qu'on a besoin de se comparer pour faire valoir notre existence. Il y a rien de péjoratif là-dedans, c'est humain. En août 2021, je suis allée voir une diététicienne à cause d'un souci de poids qui passait pas auprès de mon travail. C'était rien d'alarmant, c'était juste chiant qu'on me rappelle le fait que j'étais enveloppée. J'ai expliqué à la diététicienne pourquoi je suis venue et en fait elle était choquée et pas forcément d'accord avec le diagnostic posé par la médecine du travail à ce moment-là. Le diagnostic c'était obésité morbide. Voilà, je faisais 70 kilos pour 1,57 m. Bon, ça va, on a vu pire. Et du coup, le courant est quand même bien passé. J'ai continué à aller la voir. Ça a aidé à améliorer ma qualité et mon hygiène de vie. J'étais dans une dépression déjà, donc c'était un peu compliqué pour ce qui est de la bouffe, pour ce qui est de se bouger un peu les fesses et tout ça. Et au fil des rendez-vous, je me suis vite rendu compte, avec son soutien aussi, que je courais après un idéal impossible à atteindre. Genre moi, c'est impossible demain que je fasse 50 kilos, c'est impossible. J'ai les courbes d'une femme en même temps bien faite et en même temps très mince. C'est pas possible pour moi, ça ne correspond pas à ma morphologie, ça ne correspond pas surtout à mon image en fait. Ça m'irait pas. En fait, j'ai remarqué avec toutes les fois où j'ai voulu perdre du poids et ressembler à un idéal que je peux pas atteindre en fait avec ma corpulence, c'est que passé un certain seuil, j'ai encore en plus envie de perdre du poids et du coup en fait je me rends malade. Je suis tombée dans l'anorexie, c'est pas quelque chose de simple, c'est très difficile d'en sortir, donc vraiment faites attention. Et ça rejoint en fait l'image qu'on nous renvoie sur les réseaux sociaux, de toujours y faire très attention. Je me rappelle d'une phrase qu'elle m'a dit, j'ai arrêté de la voir, la diététicienne, quand justement je suis tombée en anorexie parce que ça m'aidait pas forcément. Elle m'avait dit: «Tant que vous êtes en bonne santé, c'est ça qui compte vraiment. On n'a qu'une vie, donc quand vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez, avec modération.» Encore une fois, on dit pas les gars, faites-vous plaisir, enfilez-vous un paquet de chocobons, c'est pas l'idée ni le but. Mais par exemple, des fois, quand je rentre de la salle de sport et que je passe devant la Micaline et que j'ai envie d'un cookie, je vais pas me priver en fait, je vais en manger un. Et le pire d'avoir lâché prise au niveau des interdits que je me suis fixé dans la bouffe pour perdre du poids, c'est qu'aujourd'hui j'ai un meilleur contrôle sur mon alimentation. Je m'interdis rien en fait, enfin sauf de consommer encore une fois avec pas de modération des aliments entre guillemets dangereux pour la santé. Mais en fait, maintenant que j'ai plus d'interdits au niveau de la bouffe, que je me fixe plus d'interdits, c'est vachement plus simple de pas manger de la merde en fait, parce que du coup ton corps à force de le priver, il va t'en redemander. Un tips de plus, très compliqué à faire, mais encore une fois, avec le tri sur les réseaux, on en parlera dans un autre podcast. Déjà, ça devrait un peu arranger tout ce qui est niveau comparaison. L'anxiety tips numéro 4, c'était: on ne se laisse pas déborder. L'ennemi numéro 1 d'une personne anxieuse, c'est le manque d'organisation. On s'organise, on compartimente, on met sur papier ou sur une application notre to-do list et on la remplit. Il y a bien quelque chose qui me satisfait énormément et que j'adore faire, c'est des to-do list et cocher ce que j'ai fait. Moi, je suis une grosse malade de l'organisation, vraiment, c'est un truc qui régit ma vie. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir la sensation de remplir des choses, même si c'est des trucs à la con, hein. Là, je vois par exemple dans mon carnet, en to-do list que j'avais pour aujourd'hui, c'était poncer et vernir mon jardin d'extérieur, aller au sport et acheter du magnésium pour mon copain. J'ai oublié d'acheter le magnésium, mais voilà, dans l'idée, j'ai fait 2 tâches. C'est pas grand-chose en soi, c'est quelque chose que j'allais faire dans tous les cas quand je pense au sport par exemple, parce que j'y vais tous les lundis et tous les mardis. Mettre des petites choses, ça peut être n'importe quoi, même juste se brosser les dents, sortir de chez soi, aller se promener. Des trucs qui paraissent futiles, mais de les voir cocher au fur et à mesure, ça donne envie justement d'avoir un cadre et un équilibre au niveau de l'organisation. L'exercice de noter sur papier les choses qu'on veut faire dans la journée, ça permet aussi de vider son cerveau. Les tâches auxquelles tu penses, qui te tournent dans la tête toute la journée et que tu as peur d'oublier, en les mettant sur papier, ça te permet justement de décompresser et de vider aussi ton cerveau et forcément atténuer aussi ta charge mentale. Donc ça y est, tips numéro 5, j'ai envie de vous renvoyer mon podcast La balade du plaid et du chocolat au lait. C'est vraiment le repos. On en a déjà parlé, donc là en plus c'est bien avec ce podcast-là, on rentre plus en détail. Pour une personne anxieuse, le repos c'est nécessaire. Il y a les différents types de repos dans ce podcast, donc vraiment je vous invite à l'écouter si vous l'avez pas écouté. C'est important et surtout ça permet de récupérer et de remettre de l'ordre dans sa tête aussi. Après j'ai quand même 3 petits tips à vous donner concernant le repos que j'avais pas forcément dit dans mon podcast. Le premier, c'est pas de téléphone ni d'écran avant de dormir.
Donc ouais, je suis une grosse, grosse hypocrite quand je vous dis ça. Alors ça, c'est mon péché mignon, comme ça, c'est bien entre nous, on commence à s'avouer des choses. J'adore regarder des vidéos de personnes qui restaurent des vieux meubles, des vieux objets ou des trucs complètement rouillés avant de dormir. Genre vraiment, c'est ma came, j'adore ça. Il y a des gens qui écoutent de l'ASMR, moi j'ai besoin de regarder ces vidéos-là. L'idée, en fait, ça va être de couper au niveau des écrans au moins 30 minutes avant que tu ailles te coucher pour éviter justement que, la mélatonine, bah, ne se sécrète pas, en fait. Si tu restes trop sur les écrans avant de dormir, ta mélatonine ne se sécrète pas et du coup l'endormissement n'est pas favorisé. Donc on coupe les écrans. La deuxième, pour moi, c'est la lavande. Encore une fois, on parle de tips qui ont fonctionné sur moi, donc s'ils fonctionnent pas sur toi, c'est OK, mais moi, c'est la lavande. La lavande, j'en ai aspergé sur mon lit, j'en asperge sur mon sofa, j'en asperge dans le bureau, j'en asperge un peu partout chez moi. C'est une de mes plantes préférées et son odeur m'apaise, vraiment. Donc sentir l'odeur de la lavande, moi déjà, ça me procure du réconfort et surtout de la détente. Je sens que je suis détendue. La troisième, et celle-là, elle est hyper importante et vraiment avec mon conjoint, on tient vraiment le bout là-dessus, c'est tu ne te couches pas fâché, triste ou bougon. Déjà, moi, j'avais expliqué que c'était parce que souvent, quand je me couchais dans cet état-là, bah, je faisais des cauchemars. Et ensuite, bah, ton cerveau et ton corps vont se mettre en mode survie parce que du coup, bah, tu es contrarié, il y a quelque chose qui va pas, tu ne l'as pas réglé, mais ton cerveau comprend aussi qu'il doit se reposer. Donc, tu vas avoir un sommeil plus léger, tu vas avoir du mal à rentrer dans la phase de sommeil profond. Et ça, qu'est-ce que ça va procurer? Bah, le lendemain, tu vas te retrouver complètement claqué. Donc, le soir, on évite de se fâcher, on communique. Nous, c'est une règle d'or avec mon copain, on ne se couche jamais fâché. S'il y a un problème, même s'il est 23 h qu'on n'a pas envie de parler, on le règle avant de dormir, c'est hyper important. Autre anxiety tips, parler. Parler, c'est important. Et du coup, je vais vous donner des astuces pour y parvenir. La première, c'est de trouver quelqu'un de confiance avec qui on est bien. Là encore une fois, j'ai pas inventé l'eau tiède, mais ça aide. Donc moi, je suis aujourd'hui entourée de personnes en qui j'ai confiance. J'ai encore du mal à parler de certaines choses, c'est normal, on a tous notre jardin secret. Mais le fait même juste de savoir qu'il y a des personnes autour de toi à qui tu peux parler, te confier, avec qui tu te sens bien, ça fait déjà beaucoup. Et en fait, ça va se débloquer d'un coup. Tu vas de plus en plus avoir envie de discuter, tu vas de plus en plus te livrer. Alors, je dis pas qu'il faut se livrer à n'importe qui, s'il vous plaît, on fait attention à qui on s'entoure. Mais en tout cas, je sais que personnellement, je suis dans une position aujourd'hui qui fait que bah, si j'ai un problème, je sais que je peux taper à une porte sans problème. La deuxième astuce, c'est si tu te dis, t'as pas trouvé la personne de confiance, mais tu veux parler. Ça, déjà, c'est un super début. Si tu arrives à mettre des mots sur tes ressentis, c'est hyper important. Et si tu n'arrives pas à avoir quelqu'un à qui parler ou que tu pas assez confiance en les gens qui t'entourent, tu peux toujours écrire sur papier. En fait, c'est sous forme de lettres. Moi, je le faisais beaucoup, avant quand j'étais quand même assez seule. Je me faisais des lettres et en fait, je les ouvrais, des mois, des années après pour voir ce qui avait évolué. T'oublies pas ce que tu mets sur papier, t'oublies pas ce que tu écris sur ces lettres, mais dans l'idée, ça sort un peu de ta tête. Le fait que ton cerveau ait enregistré, que tu aies écrit une information quelque part, il va la sortir de sa tête. Tu vas pas l'oublier, mais sera plus forcément dans ta tête. Et la troisième astuce, ça concerne plus les gens qui ont pas envie de parler. Donc là, que tu aies des gens ou pas autour de toi à qui tu fais confiance, si t'as pas envie de parler, c'est OK. Encore une fois, pour les personnes qui ont du mal à parler, que ce soit avec leurs amis, avec des professionnels de santé ou leur famille, vous n'êtes pas bizarre. Il faut du temps. Moi, il m'est arrivé des trucs pas drôles et j'ai mis 7 ans à en parler. Il faut du temps et c'est OK. Dans tous les cas, l'important, c'est de se rappeler justement qu'il y a toujours une possibilité de faire sortir ce qui ne va pas. Le prochain anxiety tips, il est assez important, mais très très difficile à atteindre, mais je voulais le mettre dans cette liste pour quand même rappeler que c'est une possibilité qu'il existe et surtout qu'on finit tous par atteindre ce but-là à un moment ou à un autre. Donc c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est le fait d'être d'accord avec le destin et les belles choses comme les mauvaises choses qu'il apporte. Comme je sais qu'on aime tous s'identifier aux autres quand ça va mal pour garder de l'espoir que ça ira mieux, donc là on parle d'une bonne identification aux autres, hein, pour faire rappel à mon précédent tips qui disait justement de ne pas se comparer. Là on parle vraiment de s'identifier. Je lis une histoire, je sens qu'elle me correspond, elle va me donner éventuellement de l'espoir d'aller sur le même chemin. Faut savoir que moi j'ai été diagnostiquée dépressive il y a un peu plus d'un an. Il s'est passé un événement qui a fait que là on s'est dit bon bah là on a touché le fond. J'ai pas forcément envie de re-raconter ce qui s'est passé parce qu'encore aujourd'hui c'est un peu touchy et j'ai pas non plus envie de trigger des gens sur ce podcast, mais voilà. Et du coup l'idée c'était de réapprendre à faire plein de choses
mais des choses absolument futiles, genre sortir de chez moi, dormir dans le noir, avoir une conversation normale avec une autre personne que mon thérapeute ou mon petit ami. C'est des choses banales, mais pour moi, à ce moment-là, elles étaient insurmontables. En fait, dans l'idée de l'acceptation, c'est vraiment se dire: «Il m'est arrivé ce truc-là, il en découle quelque chose de pas cool», donc moi, en l'occurrence, la dépression, cette espèce de saloperie qui grignote le cerveau, c'est d'accepter qu'elle est là. De toute façon, je suis en train de la traiter, ça prend du temps. Franchement, sortir de la dépression, c'est très, très long et très, très compliqué, mais elle est là. Donc plutôt que de lutter contre ça, c'est de se dire: «J'accepte que tu sois là et j'accepte aussi ce que tu m'apportes». Et ce qu'elle apporte, ça peut être bon comme mauvais, mais dans tous les cas, ça apportera forcément quelque chose. Alors, l'anxiety type suivant, il concerne la colère. Beaucoup de gens qui écoutent me connaissent très bien, savent que je suis pas le genre de personne à avoir la langue dans ma poche et que j'ai tendance à démarrer au quart de tour. La colère, ça a été quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup, beaucoup de fil à retordre. J'ai vraiment dû combattre en fait, ce côté de moi que j'aime pas forcément. La colère, c'est humain, tout le monde la ressent, mais elle a pas le même effet sur tout le monde. Et en fait, la dernière fois où j'ai vraiment, vraiment poussé un gros coup de gueule et où j'ai vraiment été en colère, hors tout ce qui m'est arrivé, au niveau des démarches que j'ai à faire actuellement, c'était, quand on est arrivé dans le loft. Donc quand on est arrivé dans le loft, on a voulu poser une pompe à chaleur. Jusque-là, tout s'est bien passé, les ouvriers ont fait leur taf, tout va bien et on a aussi demandé, en fait, à faire une évacuation d'eau correcte dans la salle de bain. On a un espèce de petit dressing et du coup, on voulait caler la machine à laver à cet endroit-là. Parce qu'en fait, quand on ferme, du coup, le placard, on voit pas la machine à laver, donc ça fait plus de place dans la salle de bain. Donc on raccorde tout ce qu'il y a à raccorder, je lance une première machine et en fait, le tuyau d'évacuation de la machine, il était pas assez incliné. Donc en fait, l'eau a coulé, en dehors de ce tuyau. Il a coulé partout par terre dans le placard et surtout, l'eau, elle est venue jusque dans la cuisine et en fait, ce jour-là, je rentre dans la cuisine, je constate avec effroi qu'il y a de la flotte partout sur le sol et du coup, j'ai essayé en fait, dans un premier temps, bah, de passer la serpillière. Bah, évidemment, il y avait trop d'eau donc ça marchait pas, donc j'ai voulu prendre des serviettes éponges. Au final, je crois que dans ma tête, il y a un truc qui a pété. J'ai pris la serviette, j'ai tout jeté par terre, en fait. Je me suis vraiment fâchée, donc j'ai jeté des choses par terre, j'ai tapé dans une table, enfin vraiment, il y a rien qui va et du coup, mon rapport à la colère, il a pas toujours été très sain, mais j'ai toujours su plus ou moins me contenir. Ce soir-là, par contre, ben non, c'était pas du tout le top et même mon copain, je crois qu'il m'avait jamais vue dans un état pareil, en fait. Enfin, sauf au déménagement où je m'étais engueulée avec une Karen, mais ça, c'est encore une autre histoire. Et voilà. Donc, les 3 solutions qui fonctionnent sur moi, juste, la première, c'est évacuer la colère. La contenir, c'est pire et on veut pas attraper un ulcère en plus des boutons qu'on a sur le visage à cause du stress. Alors on évacue, on crie, on parle, on s'explique, mais on ne se renferme pas et on ne contient pas la colère. La deuxième, c'est d'analyser le problème et d'apprendre de ses erreurs. La colère, elle est souvent due à une perte de patience, on est pris sur le vif, on n'a pas le temps d'analyser, tout se bouscule et on éclate. Donc quand quelque chose nous tombe dessus, on réfléchit, on souffle et ensuite on cherche une solution. La troisième, on ne culpabilise pas, ça c'est hyper important. Se mettre en colère, encore une fois, c'est humain, c'est comme pleurer ou rigoler. Si tu ressens une émotion, c'est tout simplement que ton corps et ton cerveau, ils fonctionnent normalement, alors on ne s'en veut pas de se fâcher et c'est OK. Donc ça y est, type suivant, il concerne la charge mentale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la charge mentale, c'est le fait d'avoir beaucoup trop de choses à gérer en très peu de temps. Généralement, on se sent très vite noyé sous les responsabilités. Il y en a qui me connaissent, pas encore assez, mais moi, je suis une championne de la charge mentale. Je veux toujours tout faire, parfaitement, méticuleusement, soigneusement. Et le problème avec la charge mentale, c'est que ça te fatigue et te donne l'impression d'être tel Sisyphe et son rocher. Tu n'en vois jamais le bout. On m'a toujours surnommée la brivante de camp de mon groupe d'amis, et voici donc 3 conseils qui marchent sur moi. Première chose, on demande de l'aide, et ça, c'est visé pour une certaine personne qui, je pense, se reconnaîtra. Demander de l'aide, c'est OK, on a tous besoin d'aide pour faire des choses. Moi, maintenant, j'ai appris à demander de l'aide à mon copain quand, il faut essuyer la vaisselle, quand il faut faire le ménage. Quand j'ai pas envie de faire à bouffer, que j'ai la flemme, bah, c'est lui qui fait. Demander de l'aide, c'est OK et même quand ça sort de ton cercle très restreint, de ton intimité, demander de l'aide aux gens, c'est normal. Moi, je demande de l'aide tous les jeudis parce que, bah, au niveau du roller, il y a plein de choses que je sais pas faire. Je demande de l'aide
quand je dois descendre une rampe et que j'ai peur. Je demande de l'aide tout le temps. Je demande de l'aide pour m'emmener quelque part parce que je n'ai pas le droit de conduire, donc voilà, vraiment demander de l'aide, c'est hyper important. La deuxième chose, et encore ça fait écho à ce que j'ai dit plus tôt, on s'organise. La charge mentale, elle est due à l'accumulation de tâches et souvent elles sont elles-mêmes dues à une mauvaise organisation. On utilise des plannings, on fait des notes, des to-do list et surtout on fait les choses dans l'ordre. Il y a quelque chose que je me dis toujours et qui régit ma vie et que je me suis dit beaucoup aussi quand j'étais dans la phase vraiment très profonde de la dépression, c'est quelque chose qui te prend 5 minutes à faire, tu le fais tout de suite. Je te donne un exemple, la vaisselle. La vaisselle, il y a 2 assiettes dans l'évier et un verre, tu les nettoies de suite, tu pas demain. Moi, je me couche jamais si ma vaisselle n'est pas faite. Pas obligée de la sécher, des fois elle attend, sur le sèche-vaisselle et je la range le lendemain, mais en tout cas, c'est le genre de tâche, par exemple, que je laisse jamais de côté. Tous les soirs, mon évier est propre et il est vide et nickel pour le lendemain. Ensuite, par exemple, faire son lit. L'adage «comme on fait son lit, on se couche», il me correspond, mais à 100 en fait. Vraiment, c'est mon lit, je ne quitte pas la maison sans l'avoir fait. Le matin, des fois, je vais ouvrir et je vais le faire direct, dans la foulée. Des fois, je vais ouvrir et je vais venir le faire 20-30 minutes après, mais dans tous les cas, tous les matins, il y a pas un jour de ma vie où j'ai pas fait mon lit. Et la troisième, et encore une fois, on en revient parce que faut le répéter les choses, hein, sinon elles rentrent pas. On se repose. Je peux comprendre, on a tous un train de vie plus ou moins intensif, mais se reposer, c'est primordial. Évacuer les tâches et les noter. Ensuite, tu t'installes dans ton canapé et tu profites un peu de la vie. La maison est propre. Et au pire, si demain il y a encore des choses à faire, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Mais il faut prendre le temps et des fois pas être dans l'excès. Le dernier conseil, il s'applique aussi à moi qui souvent me fatigue à faire des choses qui pourraient très bien attendre le lendemain. Donc on apprend à s'organiser, on apprend à se reposer et on apprend à demander de l'aide. Quelque chose aussi qui m'a permis de ne plus me prendre la tête avec l'anxiété, c'est la santé physique. Alors ça, moi j'ai eu un long passé avec l'hypocondrie, très très compliqué à gérer, mais en tout cas je sais aujourd'hui que ce qu'il y a d'important, c'est la santé physique. Quand la santé va, tout va. Et du coup, j'ai envie de donner quelques tips, mais d'ordre plus médical. Donc là, j'ai encore envie de préciser que je force personne et que chacun gère sa santé comme il l'entend et surtout comme il le peut, parce qu'on est en 2024 et aujourd'hui, le médecin, peu importe lequel, c'est la galère pour le voir. Mais voilà, je vais te donner mon plan d'attaque pour une meilleure santé. La première chose, la sainte trinité des médecins, tu iras voir. Alors pour moi, ce que j'appelle la sainte trinité des médecins, c'est un médecin traitant, un dentiste et un ostéopathe. Tout le monde ne peut pas se permettre, je le sais, mais est-ce que toi, tu savais que de nombreux maux peuvent être évités ou guéris en ayant une certaine assiduité au niveau médical? Alors moi, de mon côté, je vois au moins une fois par an le médecin traitant. Là, actuellement, je le vois tous les mois parce que c'est lui qui gère mon traitement antidépresseur. Le dentiste, je le vois 2 ou 3 fois par an, ça dépend. Et l'ostéopathe, ben là, c'est vraiment quand j'ai des douleurs, quand je sens que je suis coincée ou quoi, et surtout ben, quand elle a 5 minutes pour me prendre. Mais du coup, voilà, dans l'idée aussi, une fois par an, je fais un bilan sanguin pour être sûr que tout va bien de ce côté-là aussi. Donc ça, c'est vraiment ma façon à moi de gérer l'anxiété plus au niveau médical et santé. Ensuite, un médecin bienveillant, tu iras voir. Donc là, il y a des listes de médecins bienveillants qui sont disponibles sur Internet. Le premier site, c'est grapolitique.fr/liste soignant. Et le deuxième, c'est ginenco.wordpress.com. Donc là, en fait, tu vas trouver des médecins traitants bienveillants et aussi des gynécologues bienveillants, parce que je ne l'ai pas mis dans la Sainte Trinité, mais bon, quand on est une femme, on le sait, au moins une fois par an, on voit un gynéco. Sur Doctissimo, tu n'iras pas. Ça, c'est la troisième chose et la plus importante. J'ai mal au dos, je vais regarder mes symptômes sur Doctissimo, j'ai un cancer du dos. Vraiment, dans tous les cas, tu vas toujours tomber sur des trucs de ouf, donc on ne googleise pas ces symptômes. Si tu as un doute et que ça ne va pas, tu prends rendez-vous chez ton médecin et tu ne vas pas regarder sur internet tes symptômes. C'est la pire chose à faire quand tu es anxieux. Et mon dernier anxiety tips pour bien finir ce podcast, c'est la reconnaissance et la gratitude. Ça, c'est des choses qui m'ont vraiment aidé à sortir la tête de l'eau. Reconnaître ce qu'on a de bon et remercier d'avoir tout ça. Et aujourd'hui, ce que je te propose en finissant ce podcast, c'est toi aussi de faire ta liste des gratitudes. Pour ma part, je suis reconnaissante d'être en vie, d'être en bonne santé physique et d'être entourée d'amour. Je suis reconnaissante d'avoir eu mon permis. Je suis reconnaissante d'avoir acheté un loft, qui était le logement de mes rêves. Je suis reconnaissante d'avoir envie de me lever chaque jour et de m'allonger chaque soir avec la personne que j'aime.
Je suis reconnaissante d'avoir mon père et mon frère à mes côtés. Je suis reconnaissante d'être aussi créative, d'utiliser ce biais-là, en fait, pour aller mieux. Je suis reconnaissante de toutes les opportunités qu'on m'a données pour apporter quelque chose de bon aux autres. Je suis reconnaissante d'être encore égale à moi-même, même si j'ai eu des coups durs. Je suis reconnaissante de toutes les personnes qui m'entourent, que j'aime de tout mon cœur et qui m'apportent tellement de choses, j'aurais pas pu rêver mieux. Je suis reconnaissante aussi de me dire aujourd'hui, si j'ai un coup de mou et que je suis seule, je peux sortir et aller voir des amis que j'aime fort, avec qui j'adore passer du temps. Je suis reconnaissante, d'avoir trouvé un sport que j'aime, le roller, qui est hyper important. Je suis reconnaissante d'être bénévole dans une association que j'aime de tout mon cœur. Je suis reconnaissante car même en étant au fond du trou, j'ai quand même réussi à voir la lumière au bout du tunnel et à continuer d'essayer de la rejoindre. Et surtout, je suis reconnaissante de toutes les personnes qui m'écoutent et qui écoutent ce podcast à chaque fois et qui me donnent énormément de force. Je pense qu'on peut finir le podcast là-dessus parce qu'il sera peut-être un peu plus long que les autres, mais voilà. Je te remercie d'avoir écouté. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.